4 janvier 2022 au Grand Rex à Paris a eu lieu l'avant-première de la saison 4 de Stéréotypes Stéréomeufs, l'outil de déconstruction des stéréotypes de genre d'Adozen Prévention Santé MGEN. Après la présentation de la campagne par Éric Chenu, président de l'association, et Sophia Yousfi, déléguée générale, Sébastien Matuchel, le réalisateur, Nicolas Capan, le scénariste et Virginie Lacoste, la productrice, ont pris la parole. Les participants et participantes à l'avant-première ont ensuite pu découvrir en exclusivité les 5 épisodes de la saison 4. Après la projection, les intervenants et intervenantes ont pu échanger sur la thématique du jour, la vie affective et sexuelle. Chacun et chacune, forts de leur expérience, ont apporté leur point de vue et ont contribué à enrichir la discussion. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder cette table ronde et de découvrir ensemble les échanges avec la salle. Bon visionnage. Si elle crie, ça veut dire qu'elle aime ça. Question écoutée, entendue en classe. Question posée après une intervention, toujours mes seins sont trop petits, est-ce que les garçons vont m'aimer ou encore tout le monde autour de moi a eu une expérience sexuelle mais j'en ai pas envie, est-ce que je suis bizarre c'est des phrases qu'on a entendues des jeunes lors de nos actions dans les classes et devinez où est-ce que ces jeunes vont chercher les réponses sur internet, dans le porno, dans les réseaux sociaux, sinon ils demandent à leurs camarades qui en savent pas plus qu'eux. Donc c'est pour ça que c'était important de traiter de cette thématique-là. Et de ce manque d'information, en fait, et parfois de désinformation, découlent les violences de genre, mais aussi la violence dans les rapports à soi, déjà, et puis à l'autre. Donc ce soir, l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble dans la réflexion, dans l'importance d'éduquer à la vie affective et sexuelle, mais dès le plus jeune âge. En tant que parents, que profs, qu'adultes, de manière générale, on a vraiment la responsabilité de créer un cadre et un espace sûr pour créer les conditions de l'égalité de genre et d'une société respectueuse et saine. Et ça passe notamment par la déconstruction des stéréotypes. Peut-être que Justine va nous dire pourquoi et en quoi ça passe par la déconstruction des stéréotypes. Merci Sophia. À Adozen, on a voulu travailler l'égalité femmes-hommes à partir de la question des stéréotypes, donc des stéréotypes de genre. Parce que le problème avec les stéréotypes, c'est qu'ils correspondent à des croyances qui sont simplificatrices et qui sont partagées collectivement. Le fonctionnement du stéréotype a pour effet de faire correspondre le particulier au général. Et c'est comme ça qu'on réduit le réel à une simple image, à un cliché. Et dans un rapport de suivi de l'éducation sur le site de l'UNESCO qu'on peut aller lire, il est écrit l'égalité ou l'inégalité entre les genres dépend de la manière dont les individus vivent au quotidien, des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, de leurs choix, de leurs décisions et de la liberté qu'ils ont ou non de mener une existence conforme à leurs valeurs. C'est donc une nécessité pour nous, c'est une nécessité démocratique pour les citoyens et citoyennes de demain, d'avoir les clés pour comprendre, interpréter et communiquer le monde dans lequel nous vivons, dans lequel ils vivent, d'avoir cette idée de la différence, de la complexité, de l'altérité, et d'éviter de généraliser de manière simplificatrice, réductrice, d'appliquer ça à un groupe entier de personnes, ce qui est une forme de violence, sans tenir compte des différences individuelles. Souvent, on demande en classe, c'est quelque chose qu'on fait en tant que professeur, de faire des classifications de catégories et faire ça aux enfants. Et pour nous, c'est intéressant de faire ça, mais ce qui est aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est de mener la réflexion vers quelque chose qui est plus dans le degré, dans la richesse de la nuance. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la pédagogie d'Adozen, c'est s'inspirer du dialogue de la pratique philosophique qui invite précisément les participants à réfléchir à partir de l'expérience concrète et diverse du monde pour aller vers la conceptualisation avec comme préoccupation de développer un esprit rigoureux, un esprit de créativité et d'autocritique. Le but des guides que nous écrivons, c'est pas de transmettre une idée, c'est pas d'apprendre quelque chose, c'est plutôt de pratiquer entre camarades de classe
la distinction, l'esprit critique, d'apprendre à réfléchir par et pour soi-même. Tout ça pour distancier et apprendre de manière réflexive entre pairs sur ces réalités en fait multiples, les réalités du monde auquel on est confronté. Pour expliciter un peu plus cette distance critique de façon pratique, quand on va en classe faire une intervention, on ne dit pas qu'on va parler de sa sexualité, de nos sexualités, mais de la sexualité, de deux sexualités. Et cette distinction, elle est très importante à faire pour notamment libérer la parole des adolescents sur le sujet, des jeunes sur le sujet, et d'assurer un cadre serein à l'atelier. Ça permet aussi pour les jeunes la prise de recul qui est nécessaire pour considérer le thème comme un objet de recherche et pas quelque chose qui leur fait peur et qui les ramène à des choses trop de l'ordre de l'opinion, mais d'apporter une vision particulière où chacun va nourrir le dialogue à partir de ses expériences, de ses idées, et consulter les autres sur ça. Ça place le cadre du dialogue et permet la qualité de ces interventions. C'est pas une juxtaposition, on n'est pas dans une discussion de comptoir où chacun apporte juste une opinion et on s'arrête là, pardon. Mais c'est une activité de réflexion qui permet de mobiliser, de travailler les compétences sociales, cognitives, émotionnelles des participants. Voilà pour l'aspect pédagogique que nous défendons, qu'on essaye de travailler à Adozène. Concernant cette saison que vous venez de découvrir, les épisodes que vous venez de voir pourront servir à une discussion sur la vie affective et sexuelle entre les élèves. Le guide pédagogique que nous élaborons accompagne cette saison et sert d'appui. J'espère qu'il sera utile et utilisé en classe pour soutenir et approfondir le dialogue avec les élèves via les thématiques la vie affective et sexuelle et sur les sujets de la transidentité, du consentement, de discrimination et autres qu'on a pu voir dans les vidéos. Nous sommes là pour vous accompagner. On accompagne les professionnels dans leur volonté de mener en classe ou dans le périscolaire des animations dans toute la France, grâce notamment à nos volontaires en service civique. D'ailleurs, il y en a quelques-unes de présentes aujourd'hui. On remercie bien chaleureusement. En échangeant avec vous aussi, que vous soyez parents, professionnels de l'éducation ou de l'animation, nous, on est là, on est au bureau et ce sera avec plaisir de recueillir vos requêtes et vos questions. Et voilà. Pour conclure et laisser la parole aux brillantes intervenantes ce soir, je voulais juste dire qu'on a axé cette thématique non pas via la santé pour ce guide, cette saison, mais plutôt sur l'axe du plaisir. Pourquoi le plaisir ? Parce qu'il est bien souvent des discussions un peu sérieuses qu'on peut avoir, et le plaisir n'est pas à prendre à la légère. Il soulève pourtant des enjeux primordiaux sur la sexualité, tels que le rapport à soi, à autrui, et les liens avec l'identité et la découverte de soi, surtout à l'adolescence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe à peu près en classe, un peu théorisé. Et en fait, tu finissais en disant que c'était une question aussi de plaisir. C'était pas la seule porte d'entrée, n'était pas la santé pour parler de sexualité. Ça en fait partie, mais pas que. Et puis il y a aussi une grande question dans la sexualité qui est réellement le rapport à l'autre, le rapport à soi et le rapport à l'autre. Je pense que Dr Laura Berengo, c'était aussi un axe important pour vous dans l'éducation à la sexualité. Alors après, ça marche. Ouais, c'est mieux. Après, du coup, ça dépend de ce qu'on appelle santé. Parce que si on parle de santé sexuelle au global, voilà, on parle de santé globale,
on ne parle pas du coup que de biologie, on ne parle pas que d'anatomie, on parle de santé physique, certes, mais santé aussi psychique et sociale. Et notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit depuis longtemps la santé sexuelle comme un bien-être global, donc physique, psychique et social dans le domaine de la sexualité, et dans la possibilité d'avoir des relations saines en dehors de toute violence ou de toute contrainte ou de toute discrimination. Donc on voit que cette définition qui a un peu plus de 20 ans, elle est assez claire et elle devrait être notre guide, je pense. Malheureusement, c'est encore souvent pas le cas. Et là, je vais faire de l'autoflagellation. Mais c'est vrai que du côté de la santé, de l'éducation à la sexualité institutionnelle, donc du côté souvent des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation, on a encore tendance beaucoup en 2020 à axer notre discours sur le risque d'IST, sur le risque de grossesse non désirée. Ça vient pas de rien. On est en France en 2020, ça vient de combats qui ont été importants et qui ont révolutionné notre rapport à la sexualité et au corps. Ça vient des années 70, des combats féministes pour la contraception, pour l'IVG, donc c'est important. Ça vient des années 80, des années SIDA, de la panique un peu même morale qu'il y a eu autour de la sexualité. Donc je ne dis pas du tout, ça serait vraiment en tant que gynécologue, dire qu'il ne faut pas en parler, ça serait une faute majeure. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas en parler, mais qu'il faut aller au-delà de ça, effectivement. Et qu'en pratique, souvent, moi je fais des interventions aussi avec des jeunes au collège, au lycée, et en fait très souvent quand on les fait parler, quand on base l'intervention sur leur vécu, de quoi est-ce qu'ils veulent parler, et là je vais saluer le travail des profs de biologie, de SVT. En fait souvent en termes d'IST, contraception, IVG, etc., ils sont assez au taquet, quoi. Il reste déjà pas mal de choses. Et du coup je trouve ça vraiment dommage quand nous on arrive, on parle encore de ça. Il y a un moment où effectivement, et voilà, donc merci aussi à toutes les initiatives un peu plus d'éducation populaire, de ce genre de film qui vraiment, j'ai découvert ça ce soir, je le trouve d'une grande qualité, toute la série est d'une grande qualité, ça aborde énormément de sujets qui sont très très importants. Et heureusement qu'il y a des supports comme Le Conte de Charline, de Orgasme et moi, il y a de plus en plus de supports que les ados, les jeunes peuvent aller chercher sur Internet, mais tout l'enjeu, comme vous le disiez, comme vous le soulignez, c'est de développer son esprit critique, parce que sur Internet, on trouve de tout, et des choses donc pas forcément toujours très positives. Et du coup, voilà, je souhaite et j'essaye de travailler en ce sens, de développer, ce que nous, en tant que professionnels de santé, professionnels de l'éducation, d'arriver à parler autant de risques, de biologie, d'anatomie, que de relations humaines, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait parler les jeunes, en fait ils nous parlent d'identité de genre, d'expression de genre, d'orientation sexuelle, de consentement, de violence, d'amour, de mariage. Vraiment ça va beaucoup plus loin que de rester concentré sur des pratiques sexuelles. Les pratiques sexuelles en soi, n'importe quelle pratique peut être vécue comme un viol ou un moment d'un bonheur intense. C'est vraiment pas ça qui définit, ce qui définit, c'est la relation. Et donc arriver à discuter de tout ça avec eux pour que le plus important soit le contexte, soit des relations saines et égalitaires. Je pense que c'est un des enjeux de l'éducation à la sexualité aujourd'hui, et qu'on n'y arrivera que en vraiment articulant à la fois sexualité et violence, en articulant éducation institutionnelle et éducation populaire, et en travaillant tous ensemble pour ça. Samuel, il me semble que pour vous, l'idée même, ce serait d'en faire une matière à l'école. C'est ça ? Ouais. Allô, ouais. Alors déjà, je suis très très content et honoré d'être avec tout le monde. Enfin, merci beaucoup pour votre travail déjà. Enfin, c'est impressionnant d'être avec vous. La série était super, donc bien joué, à tous les sens du terme, au sens littéral et au sens figuré. Voilà. Moi, j'ai été professeur de français en fait pendant des années. Donc, j'ai été avec des classes, des collégiens, des lycéens, privés, publics, professionnels. J'ai tout eu. Et j'ai eu énormément de questions
de la part des jeunes parce que on faisait des extraits de texte où des fois il y avait des relations amoureuses, très rarement il y avait des relations sexuelles. Et très souvent, en fait, il y avait des moments où en fait, ils s'insultaient, parce que c'est des jeunes, c'est normal. Et vu que j'aime bien en fait prendre les choses de l'aspect pédagogique, j'ai fait, bah tiens, vous êtes en train de vous insulter, il n'y a pas de problème, on va parler de ça. Et du coup, je faisais des notes en disant, bah écoutez, dites-moi toutes les insultes auxquelles vous pouvez penser. La majeure partie, c'est sur le fait de pénétrer l'autre, et l'autre moitié, c'est sur le fait d'être quelqu'un qui reçoit une pénétration. Et du coup, là, je leur ai fait, alors par contre, là, il y a un problème, les gars. Va falloir faut choisir. C'est un problème, genre c'est bien genre de pénétrer les gens, mais c'est mal d'être pénétré. Statistiquement, vous êtes une classe de mecs, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue. Et moi, en fait, j'aime beaucoup l'idée de l'éducation et je pars du principe que pour faire les choses, il faut qu'on apprenne à les faire. La métaphore que j'ai eue plus tôt dans la journée, c'était pour les personnes parmi vous qui ont passé votre permis de conduire, ça ne vous viendrait pas à l'idée de ne jamais avoir appris à conduire, de rentrer dans une voiture, prendre les clés et vous dire « je vais gérer ». Donc, vous allez apprendre consciencieusement comment le faire, passer un permis de conduire, puis vous allez conduire. Or, pour les relations sentimentales, les relations même amicales et les relations sexuelles, on n'a pas ou peu d'éducation, sauf de manière malheureusement épisodique, l'excellent travail que vous faites, et qui est vital pour les jeunes, mais qui, je pense, pourrait être encore plus systématisé, merci, voilà, régularisé, et pour au stade de devenir une matière qui ne serait pas forcément éducation sexuelle, qui serait éducation à la sexualité, à l'humanité, et à la gentillesse, parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est violent, qui est de plus en plus méchant, avec un culte de l'individualisme extrême, où toutes les séries, les émissions télé-réalité vous montrent comment faire pour gagner, comment faire pour être meilleur que les autres. Si c'est au détriment des autres, c'est pas un bonus, mais c'est pas un problème non plus. Alors que, en fait, c'est quand même mieux qu'on est tous gentils et qu'on apprend à le faire. Et pour apprendre à communiquer, en fait, ça prendrait du temps. Et le problème vicieux, en fait, qu'il y a dans l'éducation nationale, c'est que s'il n'y a pas organisation des séances d'éducation sexuelle avec les professionnels, en général, c'est que, comme vous le disiez, la prof d'SVT qui va s'y coller ou quelqu'un qui va s'y coller, et c'est vraiment le jeu de la patate chaude, en mode « Dis donc, t'en parles, toi ?» Ah non, mais attends, tu parles, attends, j'ai pas envie de passer pour la dévergondée qui va parler cul aux élèves, quoi. Non, merci, non, la patate chaude, ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais comment vous voulez que vos élèves apprennent? Comment est-ce que vous voulez que les jeunes, en fait, aient une sexualité chouette, effectivement, enfin, heureuse, qui se passe bien? Parce que pour avoir des chiffres beaucoup plus tristes, l'inceste en France, c'est 10%, c'est un enfant sur 10. Ça veut dire que dans n'importe quelle classe, normalement, il y a 3 enfants, selon le nombre de la classe, ou 4, qui a déjà été agressé. Et en dehors de moins glauque, mais enfin toujours glauque, mais triste, le taux de divorce en France, c'est énorme aussi. Enfin, on se demandait si c'était 50% tout à l'heure. Voilà, c'est 1 sur 2. Au bout d'un moment, ça peut être intéressant qu'on apprenne à communiquer et à créer de bonnes relations qui peuvent perdurer. Et je vais finir sur un mot que j'avais trouvé sur Instagram d'un chouette docteur qui s'appelle Pierre Dubol, qui avait dit que si on apprend aux jeunes une bonne éducation à la sexualité, ils vont pas le faire plus tôt, ils vont le faire mieux. Et c'est ça qui est important. Ouais, c'est important. D'ailleurs, je crois que ça fait partie des peurs un peu des adultes, on va dire, de manière générale, de parler de ces sujets-là à des jeunes, de peur de les éduquer dans un monde trop sexualisé ou de sexualiser leur quotidien, etc., en pensant que s'ils en parlent, en fait, ils les poussent vers ça, ce qui est pas le cas. Venez de le dire. Vous avez dit une sexualité chouette. Charline, pour vous, c'est quoi une sexualité chouette? D'abord, peut-être une sexualité consentie et non une sexualité subie. Effectivement, enfin moi je suis
porteuse, je sais pas comment on dit ça, ouais, porteuse, pardon, d'une vision sexpositive, hein, effectivement, de la sexualité, des relations affectives, amoureuses en général. Et pour rebondir sur ce que dit Samuel, c'est vrai qu'il y a quelques freins. Et on va en parler dans quelques minutes, mais c'est vrai que les parents sont un frein assez surprenant parce qu'on pourrait se dire c'est les premières personnes qui pourraient être intéressées par le bonheur, la sécurité, l'épanouissement de leurs enfants. Et en réalité, c'est aussi peut-être les premières personnes parfois à être peut-être frileux, réticents au fait qu'on aborde les sujets de l'éducation à la vie affective et sexuelle avec leurs enfants à l'école. Voilà. Ensuite, on peut se poser la question éternellement, est-ce que l'école est l'endroit où il faut parler de ça, hein. Moi, je veux bien ouvrir le débat dessus. Et des fois, en fait, je me réfugie simplement dans des études qui ont été menées. Donc, je vous suggère d'ouvrir les principes directeurs de l'UNESCO, en particulier les recommandations à l'éducation complète à la sexualité. Et vous allez voir, le rapport fait 100 pages. Et il y a 40 pages de bibliographie qui comportent littéralement des centaines d'études. Et on a mesuré, donc à travers quasiment tous les pays reconnus par l'ONU, quel est l'impact d'une éducation complète à la sexualité sur la santé des enfants, des ados, des jeunes adultes. Et en fait, toutes ces études convergent vers plus, en fait, on parle de sexualité aux enfants, aux ados, et bien moins il y a d'agression sexuelle, hein, que ce soit à côté agresseur ou agressé, moins il y a d'IST, moins il y a de grossesse non désirée. Donc je finis par dire aux parents, écoutez, en fait, voilà, vous pouvez effectivement, je peux comprendre hein, que vous ayez peur pour vos enfants, vous ayez peur d'en parler, que quelque part il vaut mieux mettre ça sous le tapis parce que quand on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc quelque part, si on ne parle pas de sexualité de vos enfants n'ont pas de sexualité, c'est peut-être ce qui vous rassure. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est protéger vos enfants que d'en parler. Moi, je voulais d'abord vous remercier. Merci de nous avoir invités à cette projection. Je pense comme Samuel, j'étais là, en fait, j'attendais. Quand l'écran s'est éteint, j'étais en mode est-ce qu'il faut applaudir? C'est un peu comme au concert, est-ce qu'il faut applaudir entre deux actes ou est-ce qu'il faudra attendre la fin? Donc moi j'attendais en mode non, il faut pas applaudir, il faut attendre l'acte 2. Du coup, en fait, j'attends la suite. Merci, c'est très court. Merci aux actrices qui sont présentes. Merci à toute l'équipe qui a participé à écrire et réaliser et produire. Je trouve que c'est un travail extraordinaire et qui devrait être systématisé. Et là, j'aimerais parler un peu du côté systématique ou systémique, en fait, par rapport à d'autres personnes qui sont présentes, Madame Rossignol, Docteur Berlingot, Madame Maillefer, ou même, Samuel Oliveau, qui ont des années d'expérience, en fait, en termes d'éducation, de santé ou sur le terrain, en fait. Moi, j'ai une expérience très réduite. Et voilà, donc je parle avec un angle. Vous parliez d'étonnement, moi je veux bien prendre ce rôle de la personne qui débute et qui a un regard un peu neuf sur la situation. Moi, ça fait entre guillemets, que 3 ans en fait que je suis active dans l'éducation à la sexualité et au consentement. Donc j'ai encore, j'espère, j'ai fait qu'une dizaine d'interventions en établissement scolaire, donc collège, lycée, secondaire, foyer de jeunes travailleurs. Et un livre. Et un livre accessoirement. Mais je me suis... ensuite, effectivement, ça fait 3 ans que je travaille littéralement 90 heures par semaine. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, en 2021, sur Orgasme et moi, ce sont 150 000 messages qui ont été reçus. Et en fait... donc effectivement, je voulais parler du côté systémique parce que, moi je passe des milliers d'heures à créer du contenu, à répondre à des questions. C'est devenu Orgasme et moi, c'est de l'éducation populaire. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de présenter avec un minimum de pédagogie. Et la pédagogie, c'est aussi parfois, c'est de l'humour, c'est de la répétition. Je vous apprends rien. C'est également des mises en scène, etc. Mais effectivement, de donner un maximum de bases scientifiques, anatomiques. On va parler de plaisir, on va parler de prévention, etc. Mais aussi répondre en fait à énormément de messages qui reviennent. On est une porte d'entrée sur la santé sexuelle et l'éducation à la sexualité en France. Moi, ce que je constate au quotidien
sur le compte, et je vais dire nous parce que du coup, voilà, Samuel Oliveau m'accompagne depuis mars 2021, parce que voilà, on est sur 500 à parfois sur 24 heures, ça peut monter à 2000 messages à traiter. Donc voilà, le nombre d'heures de connexion est hallucinante. Et en fait, on est juste un peu en mode constat de grandes carences déjà dans l'éducation à la sexualité. Et en fait, elle n'est pas arrivée, c'est-à-dire les adultes d'aujourd'hui ne sont pas arrivés comme ça sans rien connaître. D'ailleurs, en fait, cette carence, elle existe depuis l'enfance, puis l'adolescence, puis voilà, quelque part, Samuel parlait de permis de conduire qu'on n'a pas. Voilà, les gens n'ont pas passé le code, les gens n'ont pas eu leur cours de conduite. Ils se mettent à conduire et puis ils se disent « Ah, c'est bizarre, j'ai un accident. » Puis j'ai un autre deuxième accident. Et voilà, sauf que les accidents, en fait, en l'occurrence, on parle de traumatisme, on parle de violence sexuelle, on parle de disparunie, on parle de choses qui sont pas très drôles. Et en fait, ces questions, elles arrivent chez nous. Et c'est vrai que c'est quand même... moi, j'ai cette sensation que de manière systémique, il y a de la violence sexuelle, il y a du cyberharcèlement, voilà, des sujets d'épanouissement, de plaisir et d'IST qui n'ont jamais été en fait débunqués avant. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces problèmes systémiques? Quelle réponse systémique aujourd'hui on a en France? Et ça, c'est la question que je voulais poser aujourd'hui. Quelle réponse systémique à des problèmes systémiques? Alors on va me dire oui, il y a une circulaire qui a été passée en 2018 qui dit qu'il y a 3 heures d'enseignement d'éducation à la vie affective et sexuelle par année d'enseignement en France, si je me souviens bien, du CP à la terminale. Ok. Est-ce que vous avez déjà passé? J'ai vu la réponse et oui, je pense pour beaucoup de personnes, et je salue les personnes qui font leur service civique dans ce genre de démarche. 3 heures avec une classe, avec des groupes. Enfin, moi, je l'ai fait et honnêtement, c'est à la fois une espèce de sentiment d'utilité extraordinaire parce qu'on a la sensation que voilà de pouvoir porter vraiment un groupe et de le faire monter en termes de connaissances et de partage, et en même temps une énorme frustration parce que 3 heures on n'a le temps de rien et en fait on aimerait avoir littéralement 10 fois plus de temps avec ces classes et ces groupes. Et donc voilà, donc il y a ça qui existe. Et puis ensuite, j'aimerais interroger les personnes et les assos qui travaillent sur le terrain, comme je l'ai fait avec le planning familial, c'est quel pourcentage d'élèves ont reçu leurs 3 heures, par exemple, lors de la dernière année scolaire. Je crois que le chiffre à Paris, c'est de l'ordre de 30%. Donc on est sur 3 heures par année scolaire, ridicule. 30% des élèves qui en bénéficient, ridicule. Mais alors en fait, elle est où la réponse systémique à ces sujets systémiques? Est-ce que, non, mais moi, je suis désolée, mon compte Instagram, je vais être cash, il n'est pas pérenne. C'est-à-dire compter sur 2 sexothérapeutes qui prennent en main et qui traitent des milliers de messages chaque année, à part créer des burn-out, on crée rien du tout. C'est pas une solution pérenne. Et en plus, on s'autofinance parce qu'en fait, c'est vraiment... Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pérenne. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on apporte à ces personnes qui m'écrivent, en particulier aux plus jeunes, aux ados, aux personnes mineures. Comment est-ce qu'on se met à leur place? C'est des digital natives, ils naissent avec un téléphone entre les mains. Le premier téléphone, je crois que c'est 10 ans l'âge moyen en France pour l'avoir. Les premières images pornographiques, c'est 12 ans. À l'adolescence, on sait que les ados passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone, c'est presque autant que d'heures en cours. Et en fait, il y a des problématiques de la génération qui vient, que nous n'avons jamais connues. Du coup, la vie virtuelle, la vie sur leurs réseaux sociaux, etc., elle est hyper importante. La construction de l'estime de soi, elle peut se construire, nous, on s'est construit en dehors de ça. En fait, il y a pas mal de personnes aujourd'hui. Voilà, le nombre de likes que tu as sur un compte Insta, TikTok, Snap, il y a une espèce de construction de l'estime de soi qui est différente aujourd'hui parce qu'elle intègre une grande part de cyber que nous, on n'avait pas. Il y a le harcèlement que nous, on connaissait in real life. Il existe également sur les réseaux sociaux à distance. Il fait très mal. Et en fait, les traumas vécus sont aussi importants, bien que ça soit à une vitesse et une récurrence que nous, on ne connaissait pas parce que nous, on connaissait que dans la vraie vie. Et en fait, je me dis... J'aimerais tellement, en fait, qu'il y ait ce mouvement, en fait,
j'ai envie de dire du vieux monde, hein, moi je me considère déjà comme du vieux monde, vers cette nouvelle génération pour se mettre à leur place et les aider en fait. Enfin, il faut que quelque part qu'on ait leur code, qu'on se mette à leur place, qu'on comprenne leur mode de fonctionnement pour pouvoir les aider au mieux à utiliser leur téléphone pour qu'elles se protègent et protègent les autres. Samuel parlait de gentillesse, de respect de soi, de vivre ensemble. Le culte de l'ego, c'est chouette, mais il ne faut pas que ça aille au détriment effectivement d'oublier en fait qu'il faut qu'on fasse société en fait. C'est important de faire société et qu'on se comprenne les uns les autres et qu'on passe un peu plus de temps à s'écouter plutôt que d'essayer de se différencier aussi. Et j'aimerais bien moi j'aimerais savoir quelle réponse systémique on apporte à ces jeunes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est loin du compte. Voilà. Et la sexualité, pour moi, c'est juste une ramification, en fait, de relations sociales, de relations à soi et à autrui, pour lesquelles j'aimerais bien être davantage dans l'accompagnement pour qu'aujourd'hui, il y ait moins de problèmes systémiques qui me reviennent. Et voilà, éduquer les parents, je veux bien. Éduquer les jeunes, je le fais déjà et je vais continuer parce que c'est une passion. Et peut-être la dernière chose positive peut-être à dire, c'est que je voyage un peu dans les territoires pour parler de mon livre, pour rencontrer les parents, les ados. Et je vois énormément d'initiatives, de personnes qui ont envie de s'investir pour aider, pour transmettre à la génération qui vient, en termes d'éducation à la vie affective, relationnelle, pour les aider simplement à avoir des relations saines. Et il y a plein de personnes qui m'écrivent en disant « Tiens, je vais te montrer des photos de l'atelier que j'ai fait. » Et hop, les photos sont là. « Tiens, tu veux que je t'envoie un mail avec les supports que j'ai créés pour mon intervention ?» Et oui, je veux bien. « Est-ce que tu n'aurais pas, j'ai une classe de personnes autistes ou en situation de handicap. Est-ce que tu n'aurais pas des ressources ?» Et en fait, je me dis, c'est fou parce que vu toutes les personnes que je rencontre, qui sont motivées, qui me disent « Quel asso je peux appeler pour intervenir moi aussi dans les établissements scolaires ?» Je me dis, il y a un vivier de personnes supramotivées en fait pour s'engager. Il y a des personnes qui créent de toutes pièces, sans avoir rien, des ateliers, que ce soit des professionnels de santé ou non. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on a cette capacité de mettre en commun toutes ces ressources. Des fois, je me dis, un jour, je vais faire un Google Drive sur ma story. Il y a 200 000 personnes qui regardent mes stories. Dire, écoutez, vous savez quoi ? Vous êtes en train de développer un truc, mettez vos trucs dans le Google Drive. Et si on crée ensemble, on met ensemble les ressources. On crée, le vivier, il est là. Les gens me disent, et pourquoi pas une formation en fait ? Et je me dis, il manque plus qu'un peu de fonds et de moyens et de volonté politique pour envoyer en fait toutes ces personnes super motivées, comme disait Samuel, et pourquoi pas une matière à part entière pour accompagner ces ados, à s'épanouir et dans leur vie relationnelle à elles-mêmes et aux autres. Voilà. Le Google Drive dont vous parlez, ça nous parle beaucoup à Deux Ânes parce qu'un de nos axes qu'on aimerait beaucoup développer, c'est la coopération pédagogique et vraiment avec l'idée de mutualiser les ressources et de pouvoir être à la fois un contenant où tout le monde peut partager, où les gens peuvent aussi s'inspirer. Mais j'ai surtout gardé en tête... parce que vous avez posé la question plusieurs fois, de quelle réponse systémique, puisqu'il y a un problème systémique, donc une solution systémique, et vous parliez de fonds à la fin, de soulever les fonds, et donc je ne peux pas penser à une autre fondation que la Fondation des femmes pour l'égalité, pour les questions de violence de genre, etc. On en avait parlé de dire c'était ce qui manquait, et je me suis dit, mais en fait... on peut ramasser de l'argent et on peut aider, il y a des idées, maintenant il faut de l'argent derrière, et vous avez été la personne derrière ces sujets-là. Quelle réponse vous voulez donner à Charline, vous, de ce que vous avez eu? Bien, je veux la féliciter. Ça marche ou pas? Voilà. Donc félicitations. Et oui, c'est épuisant de faire tout ça bénévolement. Félicitations aussi pour le film. La qualité du film, en fait, j'étais assez épatée. Déjà, les actrices et les acteurs jouaient super bien. Au début, je pensais que ça allait être des lycéens, mais en fait, vous êtes des vrais acteurs-actrices, on est d'accord, hein. Voilà. Ouais, parce que c'était vraiment super. J'étais un peu choquée. C'est vachement bien. Et la réalisation super, les dialogues, j'ai trouvé ça fin, en fait. J'ai trouvé que les choses étaient amenées vraiment finement et pareil que Charline, en fait, à la fin, je suis là, bah alors,
qu'est-ce qui se passe? Ils tombent vraiment amoureux? Enfin, moi, je veux savoir la suite. Donc, non, c'était super, vraiment. Donc, on a envie de savoir ce qui se passe après. Donc, bravo. Vraiment, film pédagogique d'excellente qualité. Ceci dit, la question que tu me posais, c'était sur les fonds. Oui, et d'ailleurs, ça, pour rebondir sur ton intervention, Charlie, effectivement, c'est un manque. Dans l'approche systémique, c'est quoi et la question de la volonté politique et des moyens. Oui, alors nous, la Fondation des femmes, on lève des fonds qui vont financer des projets d'associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais en vrai, nous, on est là et on fait des trucs sympas et chouettes et on aide les associations féministes à être plus fortes et à se faire entendre. Mais là, en fait, il s'agit d'un droit humain basique pas que les enfants, les adolescents et les grands, mais c'est un droit humain basique qui est là dans des multiples traités internationaux et y compris dans la loi française qui dit que l'État français doit faire, c'est pas 3 heures, c'est 3 séances par an et par classe d'âge, donc c'est plus que 3 heures, 3 séances. Et en fait, c'est l'État qui ne respecte pas sa propre loi. Et il ne respecte pas sa propre loi parce qu'il ne met pas d'argent dessus. Donc en fait, nous, avec le planning familial, on avait fait ce petit calcul parce qu'on allait voir Jean-Michel Blanquer. Et en fait, on a calculé, si on part sur la base du prix des interventions du planning familial qui sont ridiculeusement ridicules, évidemment, c'est moins que le SMIC, on arrive à un budget pour former, pour que toutes les classes d'âge puissent avoir une séance, c'est 27 millions d'euros, je crois. Alors, ça peut paraître beaucoup parce que c'est moins que les frais de jardinage de l'Élysée. Hein. Alors, non, je crois pas. Mais c'est moins, mais à titre de comparaison, non, parce que tu vois, les jardins du Luxembourg, c'est 14 millions d'euros par an. Donc je pense que c'est quand même voilà. Mais par contre, parce que moi j'aime bien les comparaisons un peu marrantes comme ça. Je viens de regarder là sur internet, c'est ça que je cherchais, une comparaison marrante à 30 millions. Le plan vélo sur Paris, c'est 30 millions d'euros par an. Donc moi je suis pour les vélos, je trouve ça génial. Mais en tout cas, sachez que 30 millions d'euros par an, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, c'est ce qu'on met sur les vélos à Paris. Donc pourquoi pas sur la vie sexuelle et affective de tous les enfants de la France. Donc de l'argent, il y en a en fait. On l'a vu d'ailleurs récemment avec les plans de relance. Donc de l'argent, il y en a. Par contre, est-ce que ce sujet-là paraît un sujet d'importance suffisamment capitale pour la France pour que le gouvernement investisse? A priori, non. La réponse est non, puisque ils ne le font pas. Donc par exemple, le planning familial, aujourd'hui, ils interviennent dans 3200 établissements. Ils ont des demandes de 3200 autres établissements qu'ils ne peuvent pas honorer tous les ans parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de pouvoir financer les interventions dans ces établissements. Donc il y a des demandes et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de très très bonne volonté, mais surtout sur ces sujets de sensibilisation, de prévention, de formation, moi je pense que c'est extrêmement important quand même aussi d'avoir des structures professionnelles, d'avoir des personnes très bien formées. Et d'ailleurs, la qualité de ce qui est fait dans les établissements n'est pas toujours tout à fait bien suivie. Donc ça, il faut quand même aussi faire attention. Enfin là, on encourage tout le monde à former tout le monde, mais il y a quand même aussi des personnes qui sont problématiques qui interviennent dans les établissements. Donc ça demande, et le planning familial, nous on milite beaucoup pour que le planning familial ait vraiment les moyens de continuer, enfin et vous aussi, mais de continuer à faire ce qu'ils font parce qu'ils ont cette approche globale, ils ont cette approche d'éducation populaire dans laquelle nous on se retrouve vraiment. Voilà, ce qu'il faut, c'est effectivement un peu plus de moyens de volonté politique. Et je dis que tout ce qui a été dit est très intéressant et je souscris à quasiment tout sauf au divorce. Le divorce est une liberté quand même pour les femmes de se barrer quand monsieur ne fait pas ce qu'il faut. Donc le divorce n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Merci beaucoup Anne-Cécile. On a compris ? On a compris, hein. Je plaisante. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a vu un peu un même sujet sous plusieurs angles, un peu l'angle de la société, de la politique, un peu des fonds, de la santé et puis de la pédagogie aussi, ce qui est intéressant. Pour compléter un peu tous ces angles-là, ou peut-être venir les enrichir aussi, Laurence Rossignol, qu'est-ce que ça suscite en vous, toutes ces prises de parole ?
Merci d'abord de cette invitation. Merci Eric Chenu, au président de la FNMF, de m'avoir sollicité. Vous savez, c'est le truc où il ne faut pas le dire. Voilà. Et il faut que je fasse attention à ne pas me tromper. Eh bien, ça marche jamais. Vous êtes toujours l'acte manqué de plus terrible et que je viens de faire. Donc, merci donc de cette invitation et félicitations quand même pour le travail qui est fait depuis des années par votre association et qui est un travail dont une des principales qualités est la durée. Parce qu'on est vraiment dans le type même d'éducation, d'information et de travail de terrain qui nécessite beaucoup de continuité. Les résultats ne se voient pas à la fin de l'année. Les résultats, c'est sur le long terme. Et c'est toujours un vrai enjeu à l'égard des politiques publiques que de faire comprendre qu'on est sur du temps long et non pas simplement sur un coup d'éclat ou un coup de com'. Et que tout ne se voit pas tout de suite. Voilà. J'ai moi aussi adoré la petite série. J'étais très frustrée comme d'autres quand je me suis rendu compte que c'était le dernier épisode parce que j'avais envie de suivre la vie de ces jeunes encore un peu, savoir comment tout ça allait s'arranger pour eux. Est-ce que ça allait bien s'arranger? Et donc c'était de grande qualité. Il y en a peut-être qui savent ce qui se passe après. Nicolas, peut-être. Voilà, Nicolas le sait, donc. Et voilà, il va falloir attendre, mais on va être patient. Donc, peut-être plusieurs remarques. Moi, mon point de vue est celui d'abord des politiques publiques. C'est là où j'ai un petit peu de légitimité à m'exprimer et la raison pour laquelle probablement j'ai été invitée. Je confirme absolument ce qui vient d'être dit par Anne-Cécile et puis par les intervenantes et intervenants précédents. C'est la misère en termes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Effectivement, il y a une loi, il y a des obligations. Régulièrement, il y a des rapports. L'avant-dernier de 2016, rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dressait un bilan vraiment délétère de la prise en charge par l'éducation nationale de cette obligation légale. Une grande disparité, donc une grande inégalité, mais je reviendrai sur la question des inégalités. Et depuis 2016, ça n'a pas évolué. Et je sais qu'il y a un nouveau rapport qui a été fait par une inspection conjointe de l'IGAS et de l'inspection d'éducation nationale. Mais alors, il doit être tellement explosif qu'on n'arrive pas à l'avoir. Non ? Moins de 10%. Alors Anne-Cécile a des scoops. Et moi régulièrement je demande à tous les ministres qui pourraient avoir eu ce rapport entre les mains. Est-ce qu'on peut avoir le rapport? Parce qu'un rapport de l'inspection générale, en général, enfin, le plus souvent. C'est le confinement aussi. Voilà, le confinement peut-être qui a pesé. Mais le plus souvent, les rapports de l'inspection générale ne sont pas des documents secret défense. Ils sont postulés. Oui, et il y a une vraie décision politique qui a été prise au gouvernement de ne pas publier ce rapport. C'est assez étonnant. Et donc, on avance relativement peu. Je partage avec Anne-Cécile le fait qu'il y a un manque de moyens, mais je pense que la question n'est pas celle des moyens. C'est-à-dire que le manque de moyens ne tient pas au montant. La moindre opération de com du même ministère coûte beaucoup plus cher que d'assurer les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle pour tous les élèves. Il y a une vraie résistance qui est une résistance sociologique, politique, parce que c'est un sujet politique, celui dont on parle là, celui de l'éducation à la vie affective et sexuelle. D'abord, il y a des groupements, donc on va parler de ça des lobbies, même s'ils n'ont pas d'intérêt économique, qui sont très actifs parce qu'il y a des associations, des groupes de parents qui pensent que l'éducation à la sexualité n'est pas du domaine de l'éducation nationale. C'est une affaire privée, une affaire de famille. Et en intervenant pour enseigner aux enfants et aux adolescents la vie affective et sexuelle, on intervient sur le domaine réservé de la liberté éducative et celui des parents. Donc, il ne faut pas sous-estimer la dimension conservatrice qui continue d'être très active dans le résultat catastrophique que nous avons en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Et ça donne effectivement une grande disparité. Il y a des endroits où effectivement c'est le planning familial, des endroits où c'est vous, des endroits où c'est vous en tant qu'individu qui êtes contacté par l'établissement, et puis il y a des endroits où vous avez des associations hyper traditionnalistes qui sont chargées de venir expliquer aux élèves que la sexualité c'est pour quand ils seront mariés. Je caricature à peine, hein, à peine. Parce qu'il y a un premier sujet. Après, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que, en fait, ce qui est intéressant dans la petite série, c'est la somme des stéréotypes qui sont évoqués. Parce qu'on a beaucoup parlé des stéréotypes, mais on n'a pas parlé de ces stéréotypes, en fait, dans ce débat ce soir, jusqu'à présent. Et pourquoi il y a des stéréotypes? Et dans la petite série, c'est intéressant parce qu'il y a des stéréotypes sexistes, des stéréotypes virilistes et des stéréotypes racistes. Voilà, j'ai identifié ces trois-là, et il y en a probablement d'autres, mais parce que la série est un tiroir, je vais pas... Il y a des stéréotypes cachés derrière le stéréotype, je ne vais pas tous les évoquer. Mais les stéréotypes sexistes ont quand même une fonction, ils ne sont pas là totalement par hasard. Ils ont pour fonction de perpétuer le patriarcat, de perpétuer la culture du viol. C'est-à-dire les stéréotypes sexistes, et ça a été assez bien dit par vous tout à l'heure, en fait, ils divisent les individus en deux catégories, ceux qui pénètrent et ceux qui sont pénétrés. Et le plus souvent, sans vouloir présenter une vision trop hétéro-normée de la sexualité, le plus souvent, ceux qui pénètrent sont des hommes et ceux qui sont pénétrés sont des femmes. Le plus souvent. Et donc, en fait, ce que les stéréotypes véhiculent, c'est des représentations sur la sexualité masculine et sur la sexualité féminine qui vont justifier les atteintes au consentement et les violences. Et en particulier, les stéréotypes véhiculent des représentations sur la sexualité des femmes. Bon, les garçons, ils comprennent rien, mais c'est un peu normal, ceci dit, quand on est ado, de rien comprendre à la sexualité des autres. Et qu'on ne comprend même pas la sienne, en général. Et ça, je vais revenir sur le contenu de ce que peut être une éducation à la vie affective et sexuelle. Et ce que ça véhicule, en réalité, c'est que les filles sont soumises à la sexualité des garçons. Et elles vont l'être toute leur vie. Et c'est évidemment, et c'est la raison pour laquelle il y a autant de résistance et de réticence, c'est que c'est très subversif par rapport à l'ordre patriarcal que d'apprendre aux enfants et aux adolescents que les sexualités peuvent être égalitaires. Parce que les inégalités entre les femmes et les hommes trouvent leurs racines dans la culture patriarcale de la violence sexuelle des hommes à l'encontre des femmes. Et donc, je voudrais insister sur cette dimension politique-là. Ce n'est pas simplement par indifférence ou négligence que ces sujets sont aussi peu traités par les institutions qui devraient les traiter. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est il faut, à mon sens, se concentrer quand même sur quelques sujets dans ce qu'est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et pour moi, le sujet majeur est celui du consentement. C'est le sujet majeur. Parce que c'est celui qui va nouer l'ensemble des relations entre les femmes et les hommes, et c'est celui qui pollue la vie des filles et qui, plus grande, polluera leur vie de femme tout au long de leur vie. Et la question du consentement est, à mon sens, centrale. Et pourquoi l'éducation à la vie affective et sexuelle est indispensable, au-delà de ce que je viens de dire sur le consentement et l'impact sur l'égalité, c'est que quand on observe les rôles respectifs de la famille et de l'institution, moi je suis très frappée de la grande inégalité entre les enfants selon les familles dans lesquelles ils sont élevés. Et il y a des enfants pour lesquels la famille a transmis a fait le boulot, d'un certain point de vue. Voilà, on a appris aux garçons à respecter les filles, le corps des filles, le corps des autres. On a appris aux petites filles à dire non. On leur a appris que la sexualité des garçons n'est pas cette espèce de chose irrépressible et dominante à laquelle elles devront à un moment donné soumettre et leurs parents vont leur avoir transmis. Et il y a des familles dans lesquelles la sexualité est un tel tabou que l'on n'en parle pas. Et ça va créer des inégalités entre les enfants qui vont après provoquer l'entre-soi et accroître
les ségrégations entre les jeunes. Il y a ceux qui ont reçu la même éducation et qui vont trouver à s'arranger entre eux et construire un petit univers relativement protégé, et les autres qui vont essayer de se débrouiller tout seuls et qui vont aller chercher ailleurs l'information. Je vais conclure là-dessus. C'est ailleurs, on l'a bien dit, c'est la question de la pornographie, qui change tout, et de l'accès à la pornographie. Et pourquoi ça change tout? Parce que, effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a des générations précédentes n'avaient pour apprendre la sexualité via la pornographie que les éditions illustrées du Marquis de Sade, qu'on pouvait éventuellement trouver dans les bibliothèques des grands-parents, enfin qui quand même étaient assez limitées dans la violence symbolique que ça pouvait représenter et l'effet que ça pouvait faire sur des jeunes esprits. Et aujourd'hui, on assiste à plusieurs phénomènes. L'accès précoce à la pornographie, la dégradation de la pornographie, qui est de plus en plus violente, et on a des enfants qui sont... On vit dans une société qui est hyper sexualisée. Et c'est là où je trouve qu'on a un tout petit truc qui est un peu compliqué à gérer, c'est que à la fois, il faut transmettre, ça j'insiste beaucoup sur le consentement, il faut transmettre des outils, des informations, des connaissances indispensables. Il faut éviter d'opposer à une sexualité normée par la pornographie une autre sexualité normée, une autre norme sexuelle. Et puis la limite quand même des parents, c'est que la sexualité, c'est l'intimité. Et ce que les parents peuvent faire en termes d'information est très complet, très subtil pour les parents en question, puisqu'il faut donner des informations tout en gardant la distance qui fait que l'on respecte l'intimité, qu'il n'y a pas d'effraction. Et dans une société qui est hyper sexualisée, comme la société que nous vivons aujourd'hui, il y a une dimension parfois incestueuse à donner trop d'informations trop tôt à des enfants en matière de sexualité. Je ne sais pas si vous me suivez. D'où le rôle indispensable de l'éducation institutionnelle et d'éducation populaire, qui sont bien entendu dans la mise en distance. Et effectivement, des grandes revendications, alors on ne va pas défiler dans les rues en disant on veut nos 3 séances, on veut les 3 séances, mais on pourrait. Voilà, on pourrait. Et aujourd'hui, des pouvoirs publics, pour pas politiser les choses, mais des pouvoirs publics qui prétendent lutter contre les violences faites aux femmes, mais qui ne font pas de la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle une des priorités d'organisation du système scolaire, sont totalement à côté des vrais enjeux, pour le dire de la manière la plus délicate que je puisse le dire, ou si je le disais de façon moins délicate, nous balade. Voilà, du côté arnaque quand même, et bullshit, à essayer de faire croire qu'on s'intéresse aux... Je vois les réactions de Charline, je pense. Non mais j'allais dire, ça fait du bien entendre. Je pense que ça fait assez longtemps que je parlais, là, peut-être passer la parole aux autres, et puis surtout à la salle, qui a l'air d'avoir des choses à dire aussi. Oui, on va passer peut-être la parole à la salle, mais j'ai juste, moi, observé les yeux de Charline qui brillaient. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? T'étais juste d'accord? Tu hochais la tête? Entre Samuel et vous, il y avait un truc qui se passait. Partageons ça avec la salle. Vous êtes merveilleuse, merci beaucoup. Et du coup, quelqu'un a parlé de détruire le patriarcat et de faire la révolution avant moi, donc je peux continuer. Moi, en tant que prof de français, j'étais, en fait, au fur et à mesure de mes années d'enseignement et mes années d'apprentissage féministe, j'ai été de plus en plus consterné par ce qui était au programme. Parce que effectivement, dans la série, à côté de la plaque, ça se posait là, quoi. Enfin, déjà, un des trucs les plus importants niveau éducation, c'est la visibilité. Est-ce que vous existez ou pas? Et je n'ai aucun souvenir, dans tous les textes de tous les livres que j'ai eus, de voir une histoire homosexuelle. Je n'ai encore moins le souvenir de voir des personnages transgenres. Ou ainsi de suite. Enfin, il y a zéro visibilité qui ne soit pas hétéronormée. Et ça, c'est un problème énorme. Genre, le monde existe et les jeunes se développent parce qu'ils savent qu'ils ont le droit d'exister. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et il faut des médias.
Moi, je suis très dessin animé et par exemple, il y a Sex Education qui est sorti, qui est super bien. Voilà. Alors, c'est pas un dessin animé, mais ça passe à la télé. Niveau dessin, vous jouez sur les mots, ça bouge, non? Niveau dessin animé, il y a un dessin animé qui s'appelle Big Mouth qui est sur Netflix, qui est très sympa, un peu vulgaire et qui du coup représente exactement ce qu'est la sexualité pour des préadolescents. Et ça montre énormément de problématiques auprès de petits jeunes, mais qui font des bêtises, qui apprennent, qui se foirent lamentablement, qui essayent de déclarer leur amour, et en fait on lui fait bah non. Puis après ils réessayent, et on fait bah en fait tu me harcèles là, tu comprends pas, et c'est super bien. Et un des trucs que j'avais pensé quand vous parliez, c'est que par exemple, les agressions sexuelles qui arrivent, c'est pas quelqu'un qui à 25 ans a un geste malencontreux en soirée et qui viole quelqu'un, oups, comme certains journaux essaient de le prétendre en disant non mais vous vous rendez compte, c'est quand même un super bon nageur, on peut pas lui pourrir sa vie. Non, c'est quelqu'un qui a eu une vie entière de non-éducation au consentement, au respect de l'autre et à l'humanité de base. C'est pas quelque chose qu'on est censé faire quand on a eu une bonne éducation, et c'est quelque chose qui n'existe pas. Et dans la série Éducation, livre et comment en parler, tu as fait un bouquin sur le sujet. Oui, je le remettrai tout à l'heure, du coup, à Laurence Rossignol. Moi, j'avais envie de rebondir sur deux choses concernant votre prise de parole, Laurence Rossignol. Première chose, c'est que je vous rejoins sur une forme d'urgence, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu les téléphones portables et l'accès à la pornographie, je me serais dit on a encore un peu de temps devant nous. Et effectivement, là, moi j'ai la sensation de jouer un contre-la-montre en fait. Donc les élèves ont de plus en plus tôt un téléphone entre les mains. L'âge moyen, l'âge médian du premier film porno en France ne cesse de baisser. Il y a 5 ans, on était à 13 ans. Aujourd'hui, on est à 12 ans. Dans quelques années, ça sera 11 ans, etc. La question, c'est effectivement par rapport à l'exposition à ces images. Je vais essayer de pas tirer à... Voilà, il y a des pornographies, non pas une pornographie, mais juste en fait offrir aux enfants, aux ados, la capacité d'avoir une distance critique par rapport à ces images et offrir du coup un contexte, un cadre, juste une éducation, c'est essentiel. Deuxième chose, c'est sur le consentement. Pour avoir été du coup en situation avec des élèves, je remarque, pour moi en tout cas, le consentement, on ne peut pas transmettre des informations sur le consentement en donnant un cours magistral. Moi en fait, je suis complètement, je suis convaincue on peut expliquer aux élèves que le consentement, que céder n'est pas consentir, que le consentement est révocable à chaque instant, que le consentement est spécifique, il doit être libre et éclairé, etc. En fait, une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait du tout. Il est essentiel, le consentement, ça se vit. Et du coup, ce qu'on fait avec Samuel quand on intervient en établissement scolaire, en fait, en fonction des classes d'âge, on a des scénettes. C'est-à-dire ce que c'est Eric, c'est ça ? Nicolas, pardon, a écrit. Nous, on l'écrit en fait pour les interventions en établissement scolaire, en faisant des scènes où du coup l'un et ou l'autre, en fait, on va interagir et on va plus ou moins effectivement respecter le consentement l'un de l'autre, l'une de l'autre, pour faire réagir les élèves. Et s'il y a consentement, les élèves se lèvent, sinon ils restent assis, et puis on parle à la fin de chaque petite scène, chaque petit acte, en fait, on parle de ce qui s'est passé dans cet échange-là, pour effectivement, tout d'un coup, ça fait bing, bing, et à la fin, systématiquement, donc les élèves viennent nous voir en disant « Merci d'avoir représenté cette scène, parce que ça m'est arrivé, je ne savais pas quoi faire, etc. » et avec des propositions pour aller plus loin. Moi, j'aimerais, idéalement, en fait, le consentement, ces scènes, elles devraient être jouées par les élèves. Si on avait réellement 3 séances par an, et si on avait une matière dédiée, en fait, moi, je ferais jouer ces scènes par les élèves pour les aider à s'approprier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple tout simple qu'on a eu dans la communauté Orgasme et moi, il y a très peu de temps, et on parle d'adultes, soi-disant, éduqués au consentement, à la sexualité, depuis des mois, des années sur le compte. On a eu un charmant jeune homme, il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de convaincre une jeune femme d'avoir des relations sexuelles avec lui, alors qu'elle lui avait dit une fois non. Ah mais si, entre nous, il y a une super connexion, j'ai senti ça tout de suite, etc. Elle finit par lui dire, mais en fait, attends, excuse-moi, t'es pas en train d'essayer de me convaincre, en fait, que je te disais oui, t'étais pas en train, donc t'as pas entendu non, et t'es vraiment, voilà.
Et bah, du coup, excuse-moi, je croyais que t'étais un mec éduqué, déconstruit, patriarcat au feu, tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que même chez les adultes les plus éduqués au consentement, les plus déconstruits, ceux qui se prétendent vraiment super woke et tout, en fait, il y a une espèce de muraille de Chine entre je sais certaines choses et au quotidien, en fait, confronté à la situation elle-même, je ne suis pas capable de faire le lien entre... Voilà. Et en fait, on se dit, mais si c'est tellement difficile pour les adultes, mais qu'est-ce que ça doit être pour les ados ? Et en fait, ben, c'est d'où l'intérêt réellement en fait de s'approprier les faits, de s'approprier toutes les subtilités. Qu'est-ce qui se passe dans la zone grise ? Voilà. Donc toutes ces choses-là en fait, et apprendre à décliner et à avoir en fait la puissance, parce que c'est pas facile de dire non. Enfin, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit souvent. Mais comment est-ce qu'on fait pour décliner ? Est-ce qu'on peut avoir voilà. Donc tout ça pour dire voilà, bon, sur le consentement. Ça prend du temps tout ça, et moi je dis que 3 séances ça serait déjà génial, mais honnêtement il en faut 10 fois plus. Ensuite on passe à la salle. Oui. Non, maintenant vas-y. Non, je voulais juste peut-être préciser quand même quelque chose parce que évidemment que des comportements violents peuvent être en partie attribués au fait qu'il n'y a pas eu l'éducation nécessaire, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier quand même que si le patriarcat existe et se perpétue, c'est aussi parce qu'un certain groupe de personnes a plutôt intérêt à ce qu'il se perpétue. Donc c'est pas juste éduquer malheureusement, hein. C'est aussi quand même prendre conscience que en fait, pourquoi est-ce que certains hommes tout aussi woke qu'ils soient trouvent quand même que quelque part le fait d'avoir un rapport de force que la société leur donne qui leur permet d'avoir accès un peu plus facilement au corps des autres parce qu'ils sont des hommes. Voilà, enfin je veux dire, il faut aussi comprendre ça pour pouvoir savoir comment déconstruire tout ce système. Il y a évidemment l'éducation à l'information, mais aussi il faut comprendre ces rapports entre les sexes et ces rapports de force. Et c'est pour ça qu'on a besoin à la fois de personnes éduquées, mais aussi militantes, mesdames, parce qu'on a aussi besoin voilà, de bien rappeler aussi de bien rééquilibrer les choses aussi de cette manière-là. Donc une question, si je résume, d'argent, de pouvoir et de militantisme pour arriver à cette égalité-là. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'avais juste un petit dernier mot à dire avant de donner la parole à la salle. Très rapidement, Laurence Rossignol, quand vous parlez, et d'ailleurs Samuel aussi, vous en avez parlé, mais de diviser le monde en pénétrant et pénétré, plus ou moins. C'est assez marrant parce que c'est un truc qui existe dès vraiment l'enfance. J'ai entendu ça aussi dans une classe où on parlait de l'homosexualité et juste on nous a posé la question, mais ce que moi j'arrive pas à comprendre, c'est que dans une relation homosexuelle entre deux mecs, qui fait la fille et qui fait le garçon. Et en fait, c'est vraiment ça. Du coup, en fait, pour eux, il y a des rôles très hétéronormés, donc ça commence très jeune. On a parlé de plein de choses. On aurait pu encore continuer. Je vous laisse la parole à la salle. Bonsoir. Je m'appelle Léo, je suis prof de français. Coucou Samuel. J'ai plein de trucs à dire parce que moi, tout ce dont vous parlez, en fait, c'est ce que je vis au quotidien. Enfin, rien qu'aujourd'hui, on a débuté un poème de Rimbaud et il y a un élève qui m'a dit mais monsieur, Rimbaud, il n'était pas homosexuel Bah oui, il y a plein d'élèves que ça intéressait, plein d'élèves que ça gênait, mais sauf qu'en parler librement à 28, c'est pas possible. Les programmes, on a quasiment que des auteurs masculins qui sont mis en avant dans les suggestions d'EduScol, donc on n'a pas beaucoup de ressources par rapport à ça. Et les élèves sont hyper curieux et ont vachement de lacunes en matière de connaissance du monde. C'est-à-dire que j'ai organisé des débats sur l'égalité, juste l'égalité, et j'ai des élèves qui ont remis en question les chiffres de nous toutes. On en est là. Et en fait, c'est à la fois désespérant et très réjouissant. Réjouissant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont investies et qu'en fait, on n'est pas seul. Ça, c'est très réjouissant, mais désespérant aussi parce que on n'a pas le temps, on a des classes surchargées, on n'a pas de soutien de la part de la hiérarchie, on n'a pas d'argent et on n'a pas l'impression qu'il y a d'évolution visible en tout cas de la part des élèves dans leur mentalité. Il y en a une, il y en a, mais c'est vraiment pas suffisant quand on considère
l'impact du patriarcat sur plus de la moitié de la population. Voilà, c'était juste ça. Merci. Merci. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Céline. Je suis la maman d'une adolescente de 15 ans. Et même si ces questions m'ont beaucoup préoccupée dans ma vie professionnelle, notamment avec la douzaine à un moment donné d'ailleurs, les questions de respect, de consentement, etc., je voudrais témoigner puisque par ma culture, par mes valeurs, par mes engagements, il se trouve que je pense que j'ai construit avec ma fille une relation très ouverte et sans tabou sur toutes les questions de sexualité, sur toutes les questions de consentement et de respect, même si je pense qu'aujourd'hui elle reste, je ne vais pas parler à sa place parce qu'elle n'est pas là, mais elle n'est pas exactement, elle n'est pas entrée dans une vie sexuelle. Moi je voudrais témoigner parce que le positionnement de ma fille dans sa classe, il est intéressant dans le sens où, comme elle parle très librement des questions de sexualité, elle apparaît pour ses camarades comme une vraie ressource. C'est-à-dire que quand un élève, y compris les garçons, se pose des questions sur une pratique sexuelle, un comportement, des aspects de discrimination aussi, je pense qu'elle est sollicitée et qu'elle répond très librement. Donc ça, c'est un point positif parce qu'elle l'assume. Mais parfois, je m'interroge réellement sur est-ce que j'ai raison, est-ce qu'il est bon, surtout pour elle, d'avoir cette attitude. Je vous donne une anecdote. Quelque temps avant les vacances de Noël, sur la boucle WhatsApp de sa classe, un élève a fait une remarque sur une pratique sexuelle qui était une fausse remarque puisqu'il n'évoquait pas correctement cette pratique sexuelle. Et ma fille, de façon très spontanée, a rétabli d'une certaine manière la vérité pour dire à tous, voilà, en fait, ce dont tu parles n'existe pas, ce dont tu parles, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Même si, bien entendu, elle n'en est pas là dans sa vie sexuelle, comme je vous l'ai dit. Derrière ça, il y a une réaction d'un élève qui a dit, de façon assez ironique, en postant un vocal, c'est comme ça qu'on dit, ah oui, mais Rosalie, c'est une coquinasse, machin, machin. Et ce terme de coquinasse, ça nous a beaucoup fait rigoler. Mais quand dans les repas qui ont suivi, dans les repas de famille, les repas avec des amis, on a raconté cette anecdote, j'ai eu des réactions qui m'ont vraiment effrayée en fait, parce que des gens m'ont dit mais tu te rends compte du positionnement que tu donnes à ta fille, de l'image qu'elle peut donner auprès de ses camarades, des conséquences que ça pourrait avoir sur quelle image elle renvoie auprès de ses camarades et de ce que ça pourrait par exemple donner sur des réseaux sociaux si jamais elle était positionnée sur les réseaux sociaux. Et j'avoue sincèrement que ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis même surprise à penser, à vouloir lui dire tu devrais peut-être arrêter de répondre à tes copains et tes copines sur ces sujets-là ou à te mettre en retrait. Même si je ne l'ai pas fait, j'y ai vraiment pensé. Ce que je veux dire par là, c'est que la position des parents, même si ces parents sont très ouverts, je pense que compte tenu des mentalités, comme vous l'avez évoqué, Léo, je crois, ça peut quand même, en tout cas, ça peut inviter à se mettre un peu en retrait. Voilà. Et je voulais juste dire aussi autre chose. Il existe chez nous un rayonnage dans la bibliothèque qui est très bien identifié, dans lequel il y a un certain nombre de ressources à la fois littéraires, mais aussi un peu pratiques sur la sexualité. En réfléchissant, là, en y pensant et en vous entendant, je me faisais la remarque que dans la médiathèque de ma commune, ce rayonnage n'existe pas. Et je pense sans doute qu'il serait pertinent que dans les CIO, dans les médiathèques et au sein des établissements scolaires, on puisse retrouver ce genre de ressources et qu'elles soient présentées aux élèves, parce que là aussi, il y a des choses à apprendre et chacun peut faire son avis comme il l'entend. J'ai plus de micro, je vais parler fort un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Des questions, des remarques ou des témoignages aussi d'autres personnes? Bien sûr. Vous voulez dire des trucs vite fait? Je vais dire.
Oui, vous avez raison. Parce que quand ça sera à son tour de vivre sa vie, eh ben, elle la vivra mieux. Et le monde est horrible, et c'est une jeune fille intelligente qui sait des choses, donc de toute façon, tout le monde la verra plus, soit bien, soit mal. Qu'elle parle ou pas, voilà, donc au moins elle sait des choses, et savoir des choses, c'est toujours bien. Et Léo, je suis désolé parce qu'en fait, mon premier réflexe c'est de me dire, des classes de 28, c'est pas si mal en fait. Et c'est le truc où je m'étais dit, ouais, mais en fait, une classe passer 15, c'est hypocrite de penser qu'on va pouvoir faire du bon boulot. Hein. Enfin, je suis désolé pour tous mes collègues, mais c'est horrible et épuisant d'avoir plus d'un demi-groupe. On ne peut pas respecter le travail de tout le monde, chaque élève. Et selon le nombre de la classe, moi, ça m'a toujours pris 3 ou 4 semaines de savoir que celui qui était le 3e en portant de la gauche du 2e flanc, je sais pas, il s'appelait Nicolas parce que juste Nicolas il est calme alors que Alexis il est casse-pied quoi. Et sur le côté les textes uniquement d'hommes, ouais, il y a un super ouvrage qui je vais carrément pas être utile, mais qui est de couleur rouge, qui a été fait par une super librairie qui est en fait un contenu à 100% d'écrivaines. Donc ça existe, un bouquin de français 100% femmes. Donc Google aura la réponse. Et de quoi? Si vous tapez livre rouge sur Google, méfiez-vous de la réponse. J'ai oublié le 3e truc. Merci. Justine, tu voulais rebondir? Ouais, c'est bon. Bonne idée. Oui, je voulais rebondir sur cette dernière remarque, pour montrer la nécessité du cadre aussi de ces dialogues, la nécessité d'un cadre serein avec des règles de discussion, parce que moi, si j'avais en intervention une jeune fille qui s'exprime comme ça et qui a des idées à amener au reste du groupe, c'est du pain béni, je serais trop contente parce que c'est ce qu'on attend tous, toutes de nos interventions, que ce soit les élèves aussi entre eux qui s'apportent du contenu, des références, du savoir, et de se dire qu'une de leurs camarades peut leur apporter une idée, des réflexions pertinentes sur le sujet. Ce serait super, et juste d'encadrer de manière cohérente le dialogue avec des règles de discussion établies en amont. Je pense que c'est ça aussi de ce dont tu as besoin à l'école, ou les interventions même en médiathèque ou en périscolaire, c'est d'offrir un cadre bienveillant, serein, et d'amener la discussion, parce que même si des fois il y a des écueils, et souvent en fait il y a des écueils de compréhension et de savoir, il y a aussi plein de choses qu'ils ont à s'apporter mutuellement, et de valoriser ça et d'offrir l'opportunité, c'est aussi ça notre rôle. Je voulais juste peut-être en conclusion pour moi, de mes propos, prolonger ce que disait Anne-Cécile tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas qu'une question de déficit d'éducation, c'est un combat politique qui se mène. Et il n'y a pas que faut former les jeunes, mais il faut aussi affronter les adultes qui eux-mêmes ont compris où était leur intérêt à défendre les stéréotypes du patriarcat. Et c'est important de le faire également, parce qu'il y a des intérêts, et il faut quand même le perdre de vue, il y a des intérêts à défendre le patriarcat. Les garçons, les hommes, les garçons ne le savent pas encore, mais les hommes le savent, eux. Et c'est là le combat féministe qui est quand même en la matière assez déterminant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était, mais ça les enseignants doivent, tous ceux qui sont en contact quotidien avec les jeunes doivent l'observer aussi. Moi, je suis frappée par
les mouvements contradictoires qui sont à l'œuvre chez les jeunes aujourd'hui. À la fois une véritable prise de conscience, une radicalisation féministe chez des jeunes filles, chez des très jeunes même, très jeunes, qui sont très sensibles et très proactives dans la défense du féminisme. Et pour refaire le lien, excusez un instant, sur les adultes, il y a aussi une contre-révolution féministe qui est à l'œuvre aujourd'hui. Nous avons, moi je me définis comme étant une militante féministe, toujours, tout au long de ma vie. Nous affrontons aujourd'hui une contre-révolution, un mouvement réactionnaire, antiféministe, masculiniste, très fort, très agressif, très offensif. Et ce mouvement-là, il a aussi de l'écho chez les jeunes également. Et face à des garçons qui sont probablement, parce que c'est l'adolescence, en difficulté individuelle d'adolescent, il y a quelque chose de terriblement sécurisant dans le discours masculiniste et antiféministe. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier le besoin d'éducation du besoin de combat idéologique sur ces sujets. Et notre tâche, voilà, Anne-Cécile évoque les incels. Les incels, c'est un mouvement qui existe aux États-Unis et au Canada, qui est un mouvement masculiniste, c'est-à-dire qui considère que les hommes sont des célibataires involontaires, si je donne un involontaire célibataire, je crois que c'est ça la traduction exacte, et qui considèrent que leur souffrance de vivre de solitude est le résultat des combats féministes. Et vous retrouvez aujourd'hui ce discours-là dans le discours politique. Voilà, c'est quand même, on ne peut pas passer à côté dans une soirée comme celle-ci de le dire. Dans le discours politique, on retrouve aujourd'hui la dénonciation des féministes, la mise en cause des féministes comme étant l'origine de la décomposition de notre civilisation. Je mets ces deux mots, décomposition de la civilisation entre guillemets, vous vous en doutez bien, mais c'est-à-dire que la cause de tout ce qui va mal dans nos sociétés, c'est le combat des féministes, et c'est le fait qu'elles ont démasculinisé les garçons. Et en les démasculinisant, elles ont produit une société dans laquelle il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de valeurs, etc., etc. Donc on a quand même, on est sur les deux fronts. Voilà ce que je voulais dire pour ma conclusion. Le truc, si ça marche. Ouais, ça fera très bien la liaison avec ce que vient de dire Laurence, que je remercie d'être venue, ainsi que Anne-Cécile et tous les participants de la table ronde. C'est juste pour faire un tout petit zoom en arrière de 10 ans. En 2012, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, je ne sais plus exactement quel était le titre de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque. Elle était ministre ? Elle était ministre. Avait lancé les abécédaires de l'égalité. Et dans notre pays, on a eu la première vague de fake news généralisée. Il faut s'en souvenir, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre Éric Zemmour, même si Laurence a raison d'y faire allusion, parce qu'il nous pollue l'espace médiatique et politique depuis bien longtemps. Mais indépendamment de ça, il faut regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans, où sur des choses fausses, totalement fausses. Bon, après moi je regrette que l'éducation nationale ait baissé sa culotte et reculé à l'époque, mais en tout cas, il y a eu une telle montée au créneau, une telle instruction, procès à charge, qu'on a été obligé de reculer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité, en tant que président de la DEZEN en 2015, aussi engager ce travail-là, parce que malheureusement, l'État, la République, reculait sur ces questions-là. Mais je voudrais juste qu'on mesure et qu'on essaye de comprendre. Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psycho, je suis juriste de formation. Mais pourquoi et comment, il y a 10 ans, sur des éléments totalement faux, il y a eu un espèce de mouvement irrationnel où, alors que
l'objet c'était juste d'expliquer l'égalité, ce qui est quand même le fondement même du triptyque républicain, ça a pu aboutir à un tel dérapage qui a abouti au fait qu'on recule, et depuis 10 ans, on ne fait que reculer. Voilà. Et je rejoins ce qu'Anne-Cécile, ce que Laurence ont dit, notamment sur la question de l'urgence et de la nécessité, dans le cadre des politiques publiques, de revenir au combat, et de revenir au combat fortement, et ça nous concerne tous et toutes. En fait, je ne sais pas si c'est très pertinent ce que je veux dire, mais j'avais une question. Je ne sais pas, on est dans une année extrêmement politique, enfin, extrêmement voilà, pleine de challenges, de défis. Et moi, j'avais presque envie de prendre conseil auprès de vous qui avez plus d'expérience que moi, de savoir est-ce que c'est justement une année d'opportunité, est-ce qu'au contraire, il faut faire très attention, enfin, voilà. En tout cas, en tant que créatrice de contenu, etc., moi, j'avais une vraie question de voilà, savoir en fait, voilà, qu'est-ce que ça allait changer pour nos combats, et est-ce qu'il faut essayer de se rapprocher, au contraire, de bien se mettre à distance? C'est la première question. Deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Eric, et aussi sur les abécédaires de l'égalité, mais c'était d'ailleurs dans mon intervention, mon draft, mais j'ai souvent la sensation qu'il faut éduquer les parents autant qu'il faut éduquer les enfants. Et il y a quand même, que j'avais parlé dans mon truc, j'avais mis pédagogie tout azimut, et je me suis dit, mais en fait, les parents ont tellement peur, et si on prenait les parents en début d'année, et on fait une réunion, mais vraiment pour les accompagner, leur dire, vous savez, on va pas effectivement leur apprendre, on va pas apprendre à vos enfants à se masturber, ni à faire du BDSM, ni à se faire des fellations. Mais en fait, on est là pour leur donner... on est là pour les accompagner dans leur santé sexuelle, les accompagner à l'apprentissage, à vivre ensemble, à se connaître soi, à se respecter soi-même et les autres. Je me demande dans quelle mesure, en fait, il n'y a pas également tout un combat, parce que là, on a beaucoup parlé des jeunes, dans quelle mesure, effectivement, pour justement contrer ces fake news, etc., enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être complètement perdu, ça ne vaut peut-être pas le coup du tout, en fait, mais je me demande dans quelle mesure ça ne vaut pas le coup de prendre les parents par la main. Parce que je vois. Il paraît qu'avec l'éducation, on peut faire des miracles. Donc... Des réponses, je pense que c'est pas à moi de poser la question. Sur la politique. T'as le droit de te lâcher, Laurence. En fait, comment vous dire, je ne peux pas répondre à votre question. Est-ce que les élections présidentielles sont un enjeu dans les combats qui nous rassemblent ce soir? Je ne sais pas. Alors, la bonne nouvelle, par exemple, c'est que les communicants d'Éric Zemmour lui ont conseillé de cesser ses propos misogynes parce que ça lui faisait perdre des points. Et parce qu'ils ont observé que dans les intentions de vote, il y avait un décalage énorme entre les intentions de vote femmes et les intentions de vote hommes. Les femmes sont à moins de 10%, je crois. Enfin, c'est encore plus faible que ça. Et voilà. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand j'ai lu ça, je me dis, bah, on a quand même installé des choses qui sont solides et durables. Je pense qu'à côté des élections présidentielles, dont je vois pas trop... Enfin, je n'arrive pas à avoir la connexion, tout le monde va être pour l'égalité femmes-hommes, tout le monde va être féministe, tout le monde va être... Voilà, à part Zemmour, tous les autres vont être formidablement pour qu'il y ait plus de féminicides, voilà, ça va être relativement consensuel. Mais la vraie donnée pour moi de la période que nous vivons, c'est la révolution féministe. D'ailleurs, c'est la seule chose un peu encourageante, positive et optimiste que je vois dans le désastre environnemental, le délitement citoyen. La seule chose qui est bien, c'est le féminisme avance et la révolution féministe est en mouvement. Bien sûr, la contre-révolution est à l'œuvre, mais pour le moment, elle n'a pas tant de prise que ça. Voilà. Elle manipule des individus, elle pèse, mais la vague en face d'elle est très forte. Moi, j'ai une grande confiance dans la puissance
de la révolution féministe qui est à l'œuvre objectivement depuis MeToo. Hein. Si on regarde bien, c'est le basculement, il arrive à ce moment, c'est vraiment là. Le fait qu'aujourd'hui, enfin, il y a quand même des choses qui ont changé. Avant, les femmes politiques disaient. Alors, je voulais vous dire, je ne suis pas du tout féministe, hein, je ne suis pas féministe, mais je pense quand même que les femmes ne sont pas très bien traitées dans cette société et qu'on pourrait faire mieux. Maintenant, toute femme politique qui se respecte dit à un moment donné, mais moi je suis féministe. Ça n'empêchera pas 30 secondes après de voter contre la légalisation, contre l'augmentation des délais d'IVG. Mais elle va commencer par dire qu'elle est féministe. Il y a un vrai basculement qui se fait, qui est quand même plutôt intéressant. Et voilà, c'est là où je vois le lien. Bon, après, je ne peux pas répondre plus loin à votre question sur élection présidentielle et révolution féministe. Heureusement, la société produit sa propre dynamique, sa propre évolution. Et en général, le politique vient donner par la loi ce que la société a déjà elle-même créé, produit et fait avancer. Et à un moment donné, il y a une contradiction entre le mouvement de la société et l'état de la loi. Et le politique vient adapter la loi à l'évolution de la société. Voilà, dans une démocratie qui fonctionne à peu près normalement, et quand on n'a pas porté au pouvoir des pouvoirs conservateurs et ultra-réactionnaires. Voilà. Donc j'ai assez confiance en ce moment dans le mouvement de la société. Merci. Un tout dernier mot pour Laura et ensuite on va... Madame Bernagou. Ouais. Non, mais juste pour cette question des mobilisations féministes et du fait que ça vient modifier la loi, ça vient aussi modifier les institutions. Et notamment, je pense aux énormes mobilisations féministes autour des féminicides de 2019, enfin de 2018 et 2019 qui ont permis le Grenelle des violences conjugales, qui ont permis que le sujet des féminicides, mais des violences faites aux femmes de manière générale et plus loin des violences de genre, viennent sur le tapis. Ça a fait qu'il y a des institutions, et notamment l'AP-HP, qui est quand même l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est le principal hôpital public en France, qui se sont saisis du sujet et qui ont dit, mais en fait, on ne peut pas ne rien faire. C'est question de l'obligation, de se dire, bah, il y a des initiatives à droite à gauche, il y a des associations, il y a la Maison des femmes de Rada Hatem à Saint-Denis, il y a des choses qui se passent, mais nous, en tant qu'institution publique, on ne peut pas continuer à fermer les yeux, ou c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à fermer les yeux. C'est pas pour rien qu'on ferme les yeux sur un sujet. Et que voilà, au bout d'un moment, c'est grâce aux mobilisations féministes que le politique après prend le relais et que du coup les institutions changent aussi de l'intérieur. Et voilà, ça fait un espèce d'aller-retour. Et donc voilà, moi je crois très très fort au fait que ça vient des personnes qui ont tout, enfin là, qui se mobilisent, et que après c'est à nous au sens large, hein, mais tous les gens qui font les institutions, et dont l'institution scolaire et l'institution hospitalière, je pense que c'est de grosses institutions quand même à se saisir aussi de ces sujets et à proposer de nouvelles manières de faire aussi. Et la justice aussi, effectivement, tout à fait. Merci. Et même l'institution policière. Et nous, c'est vrai qu'on commence à développer des partenariats avec l'institution policière, ce qui était quand même pas intuitif, on va dire. Merci beaucoup. Merci à tous et à Samuel pour... C'est même pas une blague, je parle vraiment comme ça à tout le monde quand tu as imaginé de voir. Alors, on a encore 2-3 minutes pour finir. Moi, je voulais finir sur quelque chose de collectif ensemble. Et donc, d'abord, je vais vous faire une petite annonce parce qu'après, vous allez partir. Vous savez, on avait prévu un cocktail à la base avant. Enfin, du coup, après, c'est plus possible. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas l'expliquer. Par contre, vous avez des box à prendre à la sortie parce que la nourriture était déjà prête. Donc, c'est des miniatures. Vous avez des 2-3 box à prendre par personne. Et le reste, ce qui ne sera pas utilisé, on va les donner à des personnes dans le besoin et des associations dans la soirée. Donc, prenez-les. Ne laissez pas cette nourriture partir. Alors, dernier truc, et je vois que vous vous levez, mais vraiment quelques secondes, je voulais juste finir, parce qu'on a commencé par les stéréotypes, finir par les stéréotypes aussi, et vous mettre un peu dans la table ronde. J'ai demandé à chacune des participantes et à Samuel de juste nous dire le stéréotype de genre qui vous a le plus marqué dans votre vie, ou que vous avez le plus entendu, en tout cas qui vous a choqué. Et je vais vous demander à vous, par applaudissement, d'applaudir si c'est quelque chose qui vous a aussi touché, que vous avez aussi entendu
Ou pas? Je sais, je vous ai pas prévenu. Même pas peur. Même pas peur, allez, Laurence, commençons. En plus, c'est moi qui commence. Ah bah c'est vous qui n'avez pas peur. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que le stéréotype qui aujourd'hui me choquait le plus de ce que j'ai entendu, vu, vécu dans ma vie, c'est celui selon lequel, lorsque un garçon est en érection, parce qu'on a eu un petit flirt avec lui, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est très basique, hein, mais cette différence entre les garçons qui aiment le sexe, voilà, c'est une chose très valorisée, et les filles qui aiment le sexe sont des salopes. J'avais à peu près le même, hein, donc je vais en trouver un autre. Merde. Non, alors c'est pas sexuel, mais le stéréotype selon lequel l'intelligence et le génie est masculin. Parce que je crois que dans cette table ronde, on a quand même vu des esprits brillants féminins. Et voilà. La tribune a beaucoup applaudi ce qu'elle vient de dire. Une troisième pour la salope. Moi, garçon manqué. Voilà, non, je suis pas un garçon manqué, je ne l'étais pas. Je suis une fille réussie. Et d'ailleurs, je suis whatever je want, réussie. Voilà, c'est tout. Moi, c'est drôle parce que c'est la même, c'est d'être un garçon manqué. À savoir, non, un mec, ça doit être plus viril, ça doit faire des trucs traditionnels, ça doit pas faire des trucs gna. Donc voilà, même chose en fait, genre l'injonction à une virilité stéréotypée, cliché, qu'il faut perpétuer apparemment. Et non. Moi, j'ai une anecdote vécue aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, avec une prof dite féministe, qui nous a dit un jour ne venez pas en décolleté pendant les examens, ça vous servira à rien. Voilà. Je vais finir, c'est pas un stéréotype du coup, mais du coup je m'inspire de toi parce que c'est juste une anecdote, mais c'est rien par rapport à beaucoup de combats, mais je pense que c'est aussi symptomatique de tout ce qui se passe. On me laisse jamais goûter le vin quand je suis au resto et ça m'énerve. D'avoir été là. Merci aux intervenantes et à Samuel. Récupérez vos box aussi à la sortie. Merci encore.